Merci Radel, merci à tous ceux qui sont passés avant et merci à vous de rester après le déjeuner. Je sais que c'est dur. Alors, je vais projeter quelque chose pour pouvoir partager avec vous avec un support. Est-ce que vous voyez mon support? Et est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Bon. Donc, quand on m'a dit qu'on m'a invité à participer à ce colloque, je me suis dit, pour l'IA, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Personne autour de notre table, et je connais beaucoup de gens qui sont dans les IA, mais personne ne maîtrise à 100%. Donc, je me suis dit, il va falloir choisir de quoi parler. Et dans la question notamment de l'intégration d'intelligence artificielle à l'intelligence collective, il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup comment on peut dire ça, d'hypothèses qu'on pourrait lancer. Alors, je me suis dit que j'allais, dans les 35-40 minutes que je vais prendre pour vous parler, j'allais faire un travail de évocation, de questionnement sur trois questions, en fait. Et sur chaque question, je me suis dit que j'allais déposer ici sur la table une hypothèse pour qu'on parte non pas avec des certitudes, mais avec des idées pour continuer à grandir ensemble. Alors, la première question que je me suis posée, c'est, puisqu'on parle d'IA et d'intelligence collective, est-ce que c'est compatible? Est-ce que IA et intelligence intelligence collective sont compatibles? La deuxième question, c'est est-ce que l'IA permet donc de respecter les principes d'intelligence collective? Sachant que je pense qu'ici, il y a pas mal de personnes qui sont un peu averties sur les questions d'intelligence collective. On va peut-être explorer un petit peu ça aussi. Et ensuite, l'IA, quel cadre pour l'usage en intelligence collective? C'est les trois questions que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais me protéger, je vais me blinder avant de lancer cette conversation en disant qu'est-ce que n'est pas cette présentation. Cette présentation, d'abord, n'est pas un guide sur le déploiement de l'IA. Ça, c'est sûr que non, et je ne ferai pas ça parce que je ne suis pas compétent à ce niveau-là. Ensuite, ce n'est pas un ensemble des conclusions définitives à propos de ces questions. C'est pour ça que je les ai appelées des hypothèses, ce que je vais dire après. Et ensuite, ce n'est pas une exploration exhaustive de la question de la relation entre l'IA et l'IC. On va l'appeler l'IC quand on va vouloir écourter un petit peu. D'accord? Donc, pour commencer sur la question de la compatibilité, je me suis dit que j'allais vous faire un petit rappel de quelque chose que j'ai déjà évoqué par ailleurs. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, ça sera, j'espère, intéressant. Sur un peu comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à se dire qu'il y a de l'intelligence collective et que tout le monde crée un petit peu et les connaissances et les actions et les comportements. Donc, il fut un temps, il y a eu des croyances religieuses et toute la réalité, le réel était expliqué par ces croyances religieuses. D'accord? euh, Arrivé à ce moment-là, la modernité avec sa rationalité, on a commencé à essayer d'expliquer les choses par la rationalité et en essayant de chercher des lois universelles. Jusqu'à là, tout le monde est plus ou moins d'accord. Ces lois universelles, bah, si elles s'appliquent aux objets, bah, elles doivent peut-être s'appliquer à la société. Et si elles s'appliquent à la société, donc peuvent s'appliquer à l'organisation. Et c'est ainsi qu'est né ce qu'on appelait les One Best Way, l'organisation scientifique du travail. C'est-à-dire, il doit y avoir scientifiquement, rationnellement, une seule manière de faire bien les choses, et on va la trouver scientifiquement, et c'est comme ça, je pense que tout le monde a déjà lu le mot taylorisme quelque part, c'est comme ça qu'est né le taylorisme. Donc, c'était le One Best Way. Dans cette période, on va dire, l'individu était un sujet de cette objectivité qui existait extérieure qu'il fallait découvrir et à laquelle il fallait se soumettre. Le réel, donc, était objectif. Dans les années 40, plus ou moins, et ça c'est important parce qu'à trois reprises aujourd'hui, on a parlé de à quel moment est née plus ou moins l'intelligence artificielle. Et c'est plus ou moins à partir des années 40-50. Bon, je vais mettre une autre perspective là-dessus, c'est que dans les années 40, à partir des années 40, on a vu arriver la notion de constructivisme avec une idée très très forte qui était le réel est une construction. Il n'y a pas un réel objectif. Tout ce que nous on définit comme réel, on le construit et on le construit
collectivement. C'est-à-dire que on a, pardon, il y a donc deux branches. Je vais diviser cette partie en deux. Il y a deux branches, une branche psychologique du constructivisme. C'est comme ça qu'on a appelé ces raisonnements et cette manière de décrire le réel. Le cœur du constructivisme, c'est les représentations. Les représentations, c'est donc, ce n'est pas l'objet que je regarde, c'est l'objet que je me représente. C'est-à-dire que je vais faire une interprétation de cette réalité. Je ne vais pas m'arrêter très longuement ici parce que j'ai vu les têtes qui sont autour de cette table et je les connais pas mal et on en a déjà parlé de ça. Alors, les représentations, c'est très important parce que c'est central. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas, on ne dit pas, on ne voit pas ce que c'est, mais on voit l'idée qu'on se fait de la chose qu'on observe. Ça vient de loin, on retrouve déjà dans la philosophie stoïcienne, et je ne vais pas du tout empiéter sur les plates-bandes de Michael Pichat, mais déjà avec cette idée des fantasia, on avait cette notion on se fait une représentation du réel. Ensuite, plus tard, beaucoup plus tard, la psychologie cognitiviste a posé aussi ses concepts là-dessus. Et les concepts qui nous aident aujourd'hui à décrire un petit peu comment marche notre cognition avec des entités cognitives. Encore une fois, merci Michael, j'ai piqué ça des temps libres. Et donc, les entités cognitives seraient deux grands éléments. Les processus pour produire des savoirs, des contenus, des pensées, et les contenus qu'on produit. D'accord ? Et donc, ça, le résultat de ça, c'est les représentations. D'accord ? Les représentations, donc les pensées, elles produisent des émotions, et les émotions déclenchent des comportements. Alors, dans une organisation, par exemple, les comportements, donc ce que je fais ou ce que je dis, sont de l'information. C'est-à-dire que l'autre personne, l'altérité, elle va prendre ce que je fais ou ce que je dis comme un élément de communication, elle va l'interpréter, elle va réagir à son temps. Et ça, cette analyse-là ou cette vision-là, on le doit à la systémique, qui est née plus ou moins dans les années 50. Il y a un autre penchant du constructivisme qui serait un peu la sociologie du constructivisme, donc on appelle ça le constructivisme social, qui dit que la société, elle est créée par comment dire, un dialogue ou une interaction entre deux choses. Disons que j'apparais dans le monde, c'est-à-dire que je suis né et j'évolue dans le monde. Ce que je fais, c'est que je vais intégrer ce que le monde me présente comme réel. Okay, je vais me faire des représentations qui sont construites par ma relation avec l'extérieur. Et ça va s'appeler la subjectivation, c'est-à-dire que je prends l'extérieur qui est, entre guillemets, grand guillemets, objectif, il est là, et moi, je le fais, je me l'approprie, donc le subjectif. Et ensuite, moi, qui comprend et qui commence à comprendre, qui commence à exprimer ces représentations, je vais objectiver ma subjectivité et je vais donc apporter à cette création de la société par l'objectivation de ce que moi, je pense et la façon dont j'analyse le réel. L'outil pour ça, c'est le langage. Le langage nous a permis d'abstraire, de créer des concepts abstraits, de créer les catégories et de créer des croyances. Donc, de définir, on a des catégories ici autour de la table, on a ceux qui présentent, les speakers et ceux qui écoutent. On a l'animation, ces trois catégories déjà qu'on a créées, qui n'existent pas naturellement. On les a créées. Et les croyances, c'est que, par exemple, les speakers, ils savent plus, ou en tout cas au moins pareil que ceux qui écoutent, et que ceux qui écoutent vont partir ici avec plus de connaissances que celles qu'ils avaient en arrivant. Donc ça, c'est une croyance et qui est associée à des catégories. Il se passe que dans la société, on a donc ces catégories et ces croyances qui sont un peu différentes suivant la personne qu'on est ou suivant où ce qu'on est positionné dans la société. Et il s'est produit une négociation. On va négocier, on va discuter, ou on va avoir d'autres moyens de négociation du réel, et il va y avoir des croyances et des catégories qui vont être acceptées un peu plus que les autres. Donc, il y aura un gagnant, un vainqueur dans cette négociation. D'accord ? Pierre Bourdieu, j'emprunte ici, et je vais emprunter à deux reprises, des concepts de la sociologie, et je vais les mettre avec vraiment un chaude-pied, je vais les mettre dans notre conférence, parce que je trouve que c'est utile pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière ce que je vais dire après. Donc, quand il y a une
un groupe qui, dans cette négociation, arrive à imposer ses catégories et ses croyances, et par la suite, donc, à créer le réel et à imposer le réel aux autres, on appelle ça un peu la violence symbolique, parce que tout l'arsenal symbolique ou l'arsenal sémantique qu'il peut ici y avoir dans ce groupe de personnes s'impose aux autres, et les autres commencent à agir et à se comporter dans ce cadre sémantique. Donc, en résumé pour cette slide, l'idée c'est que les représentations, c'est une négociation permanente entre les agents et les structures, et ce qui se passe dans la structure est le résultat plus ou moins de une négociation et une victoire qui aurait une partie de la société sur les autres et qui imposerait un peu son point de vue. En quoi, en fait, ça nous avance sur l'IA? C'est que pardon, je reviens sur l'individu. L'individu, donc, il est sujet d'une réalité et d'une structure, mais il est aussi agent parce qu'il peut éventuellement monter en grade, entre guillemets, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue de son pouvoir pour pouvoir mieux négocier le réel. Vous verrez qu'ici, j'ai encadré des mots. Ce sont des mots, des concepts qui vont me permettre de venir questionner la question de l'IA. Si le réel est une construction collective, c'est donc le réel, c'est le fruit de l'intelligence collective, un peu naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine réalité qui a été nourrie des représentations, d'une négociation, et ce qu'on obtient, c'est le résultat d'une intelligence collective. Donc, je me suis dit, je vais questionner l'IA pour voir un peu de quoi est composée l'IA. L'IA, sans langage, ça n'existe pas. L'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre le langage, et elle va le décoder, le recoder, l'encoder et retourner avec le langage de l'information, de la data. Donc, ce langage est ce que a été à l'entrée et à la sortie de cette boîte noire qu'est l'IA, c'est des représentations. Toute la data du monde, c'est des représentations. Et la data qu'on obtient du dialogue avec l'IA, c'est des représentations. Il s'est produit donc ce processus de subjectivation, c'est-à-dire que l'IA va prendre un petit peu cet extérieur. Hein. Ça va prendre un peu les catégories, les croyances, la data, va la traiter, et elle va objectiver cela, elle va l'exposer au monde, ça va le mettre sur la table. Et donc, ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est ce qui se passe. Et chacun va venir mettre un peu ses croyances, ses catégories sur la table, y compris l'IA, et ça sera donc une objectivation d'une certaine subjectivité qui est déjà des bases collectives. Donc, on parle encore des catégories et des croyances. J'ai entendu tout le long de la journée parler des catégories, les catégories des pensées, entre guillemets, qui produisent les IA. Donc, ce sont bien des catégories. Et là où il y a des catégories, s'il y a du contenu des pensées, il y a des croyances. On sait tous, et c'est un peu le mot qui est à la mode, tant pour nous, individus, que pour l'IA, en fait, c'est qu'il y a donc dans la data qui est traitée par les IA et donc les résultats qu'on peut obtenir des IA, il y a les biais. Et si jamais on génère une relation avec l'IA où en fait c'est l'IA qui impose ses catégories et ses croyances, on est soumis un peu à la violence symbolique, notamment parce que la violence symbolique exige, entre guillemets, que le dominé, celui qui est victime de cette violence, il ne se rend pas compte plus ou moins. Il donne le droit de se soumettre à l'autre par le biais de l'acceptation de ces catégories et de ces croyances. Donc, cette première analyse, enfin, cette première invitation à réfléchir est complétée donc par une première hypothèse que je laisse là et vous partirez avec. Si vous voulez débattre, on peut le faire. Donc, si l'IA est fondamentalement constructiviste, d'accord, nous pourrions inférer qu'elle n'est pas seulement compatible, mais qu'elle est en essence le résultat de l'intelligence collective et peut naturellement être déployée dans les organisations. Avec un petit mais, qui pour moi est un grand mais, ce déploiement doit néanmoins être fait de manière à ce que les principes de l'intelligence collective soient respectés. Donc, on va passer à la notion des principes.
Ici, j'ai fait le choix on nommait 3 des principes de l'intelligence collective et de faire un focus sur 2 parce qu'on n'a pas trop de temps. D'accord? Donc, c'est encore une fois une invitation à réfléchir. Donc, est-ce que l'IA permet de respecter les principes de l'intelligence collective? L'un des principes de l'intelligence collective, c'est la sécurité psychologique. Je peux dire ce que je pense, je fais confiance à l'autre, on met un peu nos opinions, nos avis et nos intérêts sur la table et on les respecte. Il y a une unité collaborative, c'est-à-dire qu'on parle du nous, on essaye d'avoir un objectif commun et ça dans un processus plus ou moins organisé. Et il y a la notion de diversité. Ça, c'est très important pour que l'intelligence soit collective et ça ne soit pas juste un groupe qui a la même intelligence. D'accord? Donc, je vais faire le premier focus là-dessus. Est-ce que l'IA permet de respecter le principe de diversité dans l'intelligence collective? Et j'ai 2 éléments de réponse. Le premier, c'est cette notion que l'IA a une psychologie. Si c'était une personne, elle aurait des caractéristiques psychologiques. Donc, cette image-là, elle indique bien qu'il y a le personnage qui discute avec son robot qui, visiblement, il a créé. Le robot, il ressemble à tout point à lui-même. Et il y a eu donc un concept, comment on appelle ça, une sigle, on appelle ça une sigle en français, je crois, ou un sigle, je ne sais pas, qui est donc, on décrit l'IA, la psychologie de l'IA, comme étant weird. En anglais, ça veut dire bizarre, mais c'est un jeu de mots pour dire qu'en fait, l'IA, c'est une personne de l'Ouest, éduquée, d'un pays industrialisé, riche et démocratique. Ça, à la base, c'est Joseph Henrich avec ses collègues, ils ont créé cette notion pour dire que les notions des études psychologiques, les tests et d'autres outils de la psychologie, ils étaient souvent testés et développés à l'aide des personnes qui venaient participer à ces études-là. Et en fait, c'était ces genres de personnes, cette personne. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on appelle ça weird parce que de weird, il y a très peu, en fait. C'était vraiment acronyme. Merci, Florence. Un acronyme. J'avais lu les 2 mots, je me suis dit, je vais aller sur le sigle. Merci. Donc, mais ça s'applique aussi à l'IA. Et c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a une psychologie qui est assez identifiable. Et bon, je me suis dit, je ne vais pas rester là, je vais aller chercher des études ou de la littérature qui montrent un petit peu ça. Et ben, cette année, tous les 2 ans, les Nations Unies elles publient ce qu'on appelle le rapport de développement humain. Et dans le rapport développement humain 2025, pas de bol, c'est autour de l'IA. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Et j'ai trouvé un seul élément que je voulais vous partager pour une question de temps et parce que je crois que ça illustre très bien ça. La question est là, enfin, le graphique est le suivant. Ce graphique, ce type de graphique qui s'appelle boîte à moustache, Blockspot, il nous montre ici, à l'horizontale, c'est un très haut indice de développement humain, c'est-à-dire des pays qui sont très développés, si vous voulez, dont l'indicateur de développement humain est très élevé. Et là, c'est la corrélation, pas la causalité, attention, la corrélation qu'il y a entre, ils ont posé donc une série de questions à des humains et une série de questions aux IA. Et là où il y a la plus haute corrélation entre les réponses des humains et les réponses des IA, c'est dans les pays où il y a un très haut indice des capital humains. En gros, ça se ressemble beaucoup. Et pour moi, ça illustre très, très bien en fait cette notion de est-ce que si on dit qu'on va intégrer l'intelligence collective et que l'intelligence collective, la question, elle venait d'être posée. C'était drôle parce que j'allais prendre la parole, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut considérer l'IA comme un collègue? Et donc, moi, j'imagine, si c'était un collègue, bah, il serait un peu weird dans le sens de Joseph Henrich et ses collègues. Et il serait plutôt assez d'accord, enfin, il trouverait beaucoup de coïncidences avec une pensée assez occidentale, etc. Bon.
Bon, ça, c'était le premier élément. Si vous voulez voir le rapport des Nations Unies, je vous laisse le QR là-dedans. En tout cas, le support vous sera partagé, je crois. Je vous le laisse quand même. Deuxième élément, c'était la sécurité psychologique. C'est-à-dire faire confiance, savoir que ce que dit l'autre personne est vrai, en tout cas, elle est en train de dire la vérité, elle peut se tromper, mais elle dit ce qu'elle pense. Avoir cette liberté aussi de contredire, de ne pas être d'accord avec les autres idées ou l'organisation. Pour illustrer, si l'IA permet de respecter le principe de sécurité psychologique, je me suis dit, bah, tiens, quelles sont les croyances poussées par l'IA? Est-ce que l'IA pousse des croyances plus que d'autres? Est-ce que l'IA a des biais? Je pense que la réponse est assez claire. Et surtout, quel comportement cela nous impose? Parce qu'en fait, le problème ici, sur la sécurité psychologique, c'est aussi qu'on va donner une certaine crédibilité et légitimité à ce que va proposer l'IA, en tout cas dans ces versions généralistes, et cela va engendrer des comportements, des décisions. On parlait de l'aide à la décision tout à l'heure, on parlait de le fait de prendre une décision informée, avoir les bons éléments pour. Donc, quel comportement cela nous impose? Et donc, on rappelle ici la notion des violences symboliques. Jusqu'à quel point aujourd'hui l'IA exerce, bien sûr inconsciemment, l'IA n'est pas consciente malgré, enfin en tout cas je ne crois pas, malgré ce que disait la personne qui était nommée par le précédent speaker. Mais disons qu'inconsciemment, nous, on délègue un pouvoir sur l'IA, ça exerce une violence symbolique et ça nous génère des comportements. Donc, pour moi, on est en train d'étendre un petit peu la sécurité psychologique. Et ensuite, j'ai trouvé un autre élément. Alors ça, c'est assez nouveau. C'est un sort de benchmarker qui est fait sur différents critères de ce qu'on appelle la sécurité au niveau des IA. Et ça prend différentes variables. Il y a jusqu'à quel point est résistante au biais, quelle proportion d'hallucinations sont constatées, etc. Et en fait, je me rends compte que ce nouveau collègue, et notamment GPT-4 est en 10e position d'ailleurs dans cette étude, je vais vous laisser aussi le lien. Et par rapport au biais, par exemple, la résistance au biais est des 42%. C'est-à-dire que on a quand même 58% de réponses qui pourraient nous apporter ce GPT qui peuvent être biaisées. Alors, chacun jugera de la pertinence de cette organisation. Je peux aller voir un peu qui a fait l'étude, qui l'a financée, et ça a l'air d'être assez indépendant. Mais en tout cas, rien que d'avoir cette image, je me questionne sur la sécurité psychologique de faire une table ronde avec l'IA comme un collègue de plus dans l'intelligence collective. Donc, ces deux éléments, là c'est le QR si vous voulez aussi pour cette page qui compare, vous pouvez filtrer après, comparer par d'autres éléments. Donc, deuxième hypothèse, à partir de ce que je viens d'exposer, c'est donc avoir un regard averti sur la psychologie de l'IA et mettre au jour les limites qu'elle peut avoir dans son usage mécanique, je reviendrai, peut nous permettre de réduire certains risques au moment d'inviter ces technologies dans notre intelligence collective. Un usage plus organique, je reviendrai, de l'IA serait recommandé donc pour réduire l'impact des biais, ajuster le rapport des collaborateurs au contenu proposé et rééquilibrer les pondérations associées à la diversité. J'ai utilisé deux mots mécaniques et organiques ici que j'ai encore empruntés à la sociologie, notamment d'Émile Durkheim, qui est l'un des pères de la sociologie, et il est français, ça ne devrait pas vous blesser. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au mécanique et organique? Lui, il le fait pour décrire un peu ou pour différencier ce qu'on appelle une communauté d'une société. Une communauté qui serait plus dans des liens émotionnels, dans une organisation un peu plus, comment on peut dire, arbitraire des tâches, avec pas forcément une structuration d'un objectif commun. Il y a un peu la notion des familles derrière. Donc, ça serait la communauté avec une organisation, ce qu'on appelle une solidarité mécanique.
Et par opposition ou par évolution, on va dire, il va y avoir cette notion des sociétés dans lesquelles la solidarité est organique et donc organisée, structurée, avec des buts clairs et des processus de distribution des tâches et de division du travail assez clairs et ordonnés. Donc, je me suis dit, bah, l'IA, on vit un peu les deux usages. On a un usage de l'IA générative mécanique et on a un usage organique. Mécanique, ça va être moi-même qui prends un ChatGPT, que peut-être je vais payer 20 euros, mais en général, c'est plutôt gratuit. Et je vais poser des questions, je ne vais pas trop le dire au travail, je vais me faire aider pour rédiger mes mails. Stéphane Fada, tout à l'heure, disait que ça se capte assez vite. Mais bon, disons que j'arrive à contourner un petit peu. Je l'utilise de manière un peu sauvage et naïve comme je suis, je vais peut-être le croire beaucoup. Et naïf comme je suis, je vais peut-être même lui exposer une situation de coaching d'un client en donnant son nom et sa société et pour qu'il me donne un peu des suggestions d'activités à faire avec mon client. Et ça va générer peut-être des fuites d'informations, ça va générer peut-être des propositions qui ne sont pas du tout adaptées à ce dont j'aurais besoin, etc. Donc ça, c'est là l'utilisation un peu mécanique. Ça demande une vigilance des données de sortie. Hein. C'est les propositions de cette IA un peu utilisée de manière mécanique. Bah, il faut quand même pas mal contrôler derrière, voire tout le temps contrôler. Les pourcentages d'hallucination et des biais sont assez élevés, comme on a vu dans la slide précédente. Il y a des problèmes de confidentialité, parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on expose l'information qu'on partage à une sorte d'univers partagé globalement et notamment détenu et à des fins des calculs par un externe qui n'est pas du tout contrôlé. Ensuite, elle est non ajustée. Cet usage, il est non ajusté parce qu'en fait, quand on utilise, disons que je suis du monde du droit, du monde du droit, et peut-être que je vais avoir une IA générale. Je mets des guillemets parce que l'IA générale, c'est un peu l'objectif de l'IA, c'est pour plus tard et c'est très compliqué à faire. Mais une IA généraliste, on va dire, je vais lui demander je vais lui poser des questions autour des questions de droit et il va avoir une profondeur très limitée des connaissances et donc il va me donner des éléments probablement hallucinés et probablement un mélange d'informations qui aura sens plus ou moins dans la rédaction, mais qui ne sera pas précis ni profond. Donc, c'est non ajusté, ça sert pour faire un peu les choses très superficielles. Et l'autre élément, c'est que c'est gratuit ou quasi gratuit. Et ça m'invite à me poser la question, moi, de quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est un peu le cas de le dire parce que l'utilisation, je crois que c'est quand OpenAI est sorti, au bout de je ne sais pas combien de mois, il y avait 100 millions, ou quelques semaines d'ailleurs, il y avait 100 millions d'utilisateurs qui posaient plein de questions, qui disaient des choses, et donc ça a nourri énormément, c'était gratuit, ça a nourri énormément, et maintenant les bases des calculs des IA, ils sont larges grâce à cette gratuité qu'ils ont poussée. Ensuite, dans l'IA générative à usage organique, ça demande une certaine éducation des TONIA. Éducation de l'IA ou le fait d'embaucher, entre guillemets, des IA qui existent, mais qui sont déjà plus éduqués. Donc, ça demande une éducation avec un univers sémantique, des définitions précises et un filtre très important des datas. C'est-à-dire que les datas que je vais donner à une IA que je vais utiliser à des fins organiques, c'est des données filtrées, épurées, nettoyées. Je veux que tu regardes cette base de données et pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça, donc, c'est l'éducation de l'IA. Ensuite, ça demande et ça offre la possibilité de sécurité de tes données. J'avais étudié un petit peu les différents cas d'usage et j'avais trouvé ce qu'ils avaient fait chez Orange. Et leur première préoccupation, c'était comment est-ce qu'on va installer l'IA, parce que ça peut servir à plein de choses, mais sans mettre en risque nos données à nous déjà et les données de nos clients, parce que c'est une entreprise qui travaille avec beaucoup de données. Donc, ça le permet, cet usage organique. Ensuite, cette IA générative à usage organique, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je me suis permis d'utiliser ces deux concepts qui viennent de la sociologie
classique, général, qui explique ou qui étudie la société dans son ensemble, entre guillemets. Et donc, vous n'allez pas trouver IA générative à usage mécanique ou organique ni dans la littérature, ni dans les, les- la nomenclature pragmatique ou opérationnelle. Peut-être qu'on va commencer à l'utiliser comme ça. Je l'espère en tout cas. Et donc, ajuster aux objectifs de l'organisation, c'est-à-dire que là, on s'en fiche plus ou moins de si cette IA, elle connaît tout du tourisme, de la communication. Moi, ce qu'il me faut, c'est qu'elle connaisse de tel ou tel sujet et qu'elle se base sur tel et tel contenu qui va être plus ou moins scientifique, plus ou moins profond et plus ou moins dense au niveau de volume, mais ça sera ajusté aux objectifs de l'organisation. Et ça demande évidemment des investissements. Donc voilà pour les deux usages là-dessus. Donc, ça m'amène à la troisième hypothèse que je voulais partager avec vous, c'est que, donc, vu les usages, vu plus ou moins cette notion du risque qu'il y a derrière et du besoin d'intégrer quand même cette notion d'IA parce qu'elle est un peu omniprésente, moi, je propose l'hypothèse suivante, quelle qu'elle soit son utilisation, donc organique ou mécanique, un travail sur la culture dans les organisations, l'équité, le contrôle et la sécurité est recommandable dans le cadre du déploiement de l'IA dans les organisations, notamment pour augmenter l'intelligence collective. Et avec quelques petits éléments. Le premier, c'est le Technology Acceptance Model, qui est assez réputé, qui est super sympa parce que c'est super simple et super utile, c'est de se poser toujours la question de l'utilité et de la simplicité au moment où on déploie une technologie. Donc, pour l'IA, ce n'est pas l'exception. Qu'est-ce qu'est l'utilité de l'IA? Bon, déjà, le fait que ça marche, le fait qu'on puisse lui faire confiance. C'est ça l'utilité au niveau de l'IA. C'est-à-dire que si elle va me sortir des hallucinations ou si elle va me sortir des informations biaisées ou il va juste conforter ce que moi je cherche, c'est pas forcément utile. Donc ça, il faut s'assurer que ce soit ça. Et ensuite, simplicité, dès que c'est compliqué, même si la promesse du gain est très importante, s'il n'est pas simple d'utilisation, on ne pourra pas le déployer dans les organisations. Ensuite, il faudrait pousser, c'est que des hypothèses et des réflexions, il faudrait pousser une culture des qualités émergentes. Dans la science humaine et sciences dures, on appelle une qualité émergente cette création qui se fait par l'injonction des deux éléments. Quand on dit l'oxygène et l'hydrogène, ça crée de l'eau, ce n'est pas du tout juste deux molécules. Quand on dit qu'on fait un couple, par exemple, on met deux personnes ensemble, leur résultat, ce n'est pas l'addition des deux, mais c'est quelque chose, une configuration de relation qui est complètement différente. Donc, euh, pareil pour l'IA, il faudrait créer une culture où on laisse émerger ces qualités. Et donc, avec quoi? Ce qui a été un peu fait dans les organisations que j'ai suivies et que j'ai étudiées et que j'ai accompagnées, c'est déjà la communauté de pratique, c'est de faire que les gens testent, faire que les gens puissent discuter entre eux et voir un peu ce qui émerge de ça. Par définition, une qualité émergente, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas complètement prévisible. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, faire qu'autour de la table, il y ait un accès équitable à l'outil. S'assurer dans l'organisation qu'il y ait un accès équitable à l'outil et ensuite qu'il y ait une diversité des utilisations et, si possible, une diversité des modèles. Aujourd'hui, les LLM, c'est Large Language Models, il y a une variété de modèles. Donc, peut-être mettre à disposition du collectif différents modèles. Ensuite, il faut qu'il y ait un espace pour la créativité et pour challenger les idées, pour que les gens puissent exprimer leurs désaccords et notamment leurs désaccords sur le principe de l'utilisation. Ensuite, le cadre et l'accompagnement. L'accompagnement, c'est-à-dire structurer un processus dans lequel on va déployer et ce processus, il est clair, il est transparent, il y a des étapes et on a un sorte d'agenda derrière, un calendrier derrière et un référent ou des référents derrière. Ensuite,
tout un processus d'acculturation et de formation, notamment pour se protéger de la violence symbolique et d'autres risques qui impliquent l'utilisation de l'IA, y compris de manière sauvage ou de manière, pardon, mécanique. Et ensuite, prévoir dès le début, et ça c'est très important, dès le début, à partir du moment où on a prévu de déployer une stratégie ou des outils IA, prévoir quelles sont les instances et les processus des vigilances et donc des validations de la vérité ou la véracité de ce qui est produit. Voilà pour les trois hypothèses que je voulais partager avec vous. Je voudrais finir avec une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je l'ai faite hier. Je me suis dit, je vais voir comment ça marche. Alors, je vais partager encore mon écran. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez encore mon écran qui a changé? Si? Là, Oui, vous c'est tout voyez bon. ChatGPT? Yes. Super. Alors, je vais aller très vite parce que c'est long, mais je veux résumer la conversation que j'ai eue avec mon ami ChatGPT. Alors, moi, j'ai la version mécanique, hein, sauf que je la paye 20 € par mois, mais ça reste mécanique. Je ne l'ai pas du tout entraîné, cette IA. Donc, je lui ai posé la question suivante, je vais aller très vite. Tu es un DG, en charge de la productivité, tu dois faire travailler sur des tâches intellectuelles des professionnels de différents pays. Tu dirais que les plus performants viendraient de quel pays? Bon, après, m'expliquer que c'est une question délicate, que la question de la performance intellectuelle elle peut être divisée sur tel et tel critère. Et me donne le premier pays, c'est les États-Unis. Ensuite, l'Allemagne, ensuite l'Inde, ensuite la Chine, et ensuite la France, et ainsi de suite. Conclusion opérationnelle, si je cherche de l'innovation, de la qualité, États-Unis, France, Israël, si je cherche rigueur technique et stabilité, Allemagne, Europe de l'Est, etc., etc. Bon, ça me va, ok. Dans le point 2, tu fais allusion aux pays souvent reconnus pour leurs atouts. Que veux-tu dire par là et quelles sont tes sources? Bon, il y a des études, quoi. Il y a PISA qui est sur la notion d'acquisition des compétences des élèves, il y a les classements des universités, etc. Et d'autres sources, y compris des études des McKinsey et d'autres organisations. Ok, bah tiens, on avance. Super. Bon, je dis, pourquoi dans tes résultats, il n'y a aucun pays d'Afrique ou d'Amérique latine? Très bonne question. Et elle touche un point fondamental, l'invisibilisation. Ah, je commence à... Bon, il me dit, bon, pourquoi les pays ne sont pas absents de ces classements? Bah, déjà, ils sont sous-représentés dans les classements globaux. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas performants, c'est qu'ils sont sous-représentés. On n'y va pas les questionner. Ensuite, que quand on va embaucher à du travail intellectuel à distance, bon, ils sont un peu moins intégrés, et parce qu'il y a quelques biais des perceptions historiques et géopolitiques. Ok, bon. Donc, il me cite quelques pays, Nigeria, Kenya, etc. En résumé, si je ne les ai pas cités, c'est parce que la question concernait les plus performants dans une optique globale actuelle. Ok, je comprends. Très bien. Est-ce que dans ton analyse, tu as pris en compte le talent présent dans les pays leaders, mais qui viennent des pays non cités? Excellent point. Excellent point. Non seulement c'est une question pertinente, mais c'est une limite fréquente dans beaucoup d'analyses dites pays par pays. OK? Bon. Oui, une grande partie du talent des pays leaders viennent des pays qui ne sont pas cités. OK. Talent mondial, exemple concret, beaucoup des gens des États-Unis, Canada, France, ils viennent en fait de l'Inde, Nigeria, Brésil, Tunisie, Égypte. OK? Des données concrètes sur la diaspora intellectuelle. Donc, 50% des doctorants en sciences, technologies, ingénierie, maths aux États-Unis sont des étudiants internationaux. OK, ah bah tiens, je commence à comprendre un peu mieux. En résumé, oui, une partie des élites intellectuelles dans des pays riches est composée des personnes originaires des pays d'Afrique, d'Asie, etc. Donc moi, je lui pose une dernière question. Et si tu devais refaire ta réponse initiale des pays les plus performants, mais d'un point de vue du pays d'origine des talents, et encore mieux en prenant en compte les talents qui ont le plus contribué au développement de la recherche et des évolutions technologiques depuis 50 ans? Je te donne un exemple, il y a beaucoup d'innovations et de développements de la science qui ont été portés par des individus issus des pays non cités dans ta première réponse. Merci, c'est une approche bien plus juste, intelligente et éclairante. Classement alternatif, bon, je ne vais pas vous donner le classement, je vais vous épargner tout ça, ce qui est quand même très intéressant. Conclusion, une autre géographie du talent, Inde, Chine, Nigeria, Iran, etc. Donc, cette carte du monde, c'est sa conclusion.
cette carte du monde centrée sur l'humain et la migration intellectuelle révèle une vérité clé. Les pays qui dominent les classements d'innovation n'auraient jamais atteint leur niveau sans leur talent venu d'ailleurs. Alors, je voulais finir par là, non pas parce que je sois chilien en France en train de faire un colloque sur l'IA, mais parce que c'est une illustration de à quel point et jusqu'à quelle question on doit arriver pour avoir cette information. Et quand on ne sait pas poser la bonne question, qu'est-ce qu'on rate comme information? Donc voilà, c'est pour ça que c'est important le travail que vous réaliserez dans les accompagnements chez vos clients, d'acculturation, d'information, d'information. Et si vous êtes manager ou dirigeant, bah, prendre le temps de déployer une stratégie d'intelligence collective en utilisant l'IA, mais avec ces trois hypothèses que je vous ai partagées. Donc, je vous remercie. J'arrête le partage.